Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler de Learn to Learn. Learn to Learn, c'est le projet que j'applique, j'utilise aujourd'hui chez ClasseFR, l'entreprise où je travaille. Learn to Learn, c'est un projet où à chaque dîner, pas tous les jours, mais à chaque dîner, on a le choix d'un service, d'une technologie Azure et on parle pendant une dîner. Donc c'est une façon d'apprendre chaque semaine. Donc, je commence à mener les mêmes projets ici sur YouTube. Et aujourd'hui, on va commencer pour la première vidéo d'Azure. Donc, qu'est-ce que c'est Azure? On va faire un peu d'un deep dive aussi. Donc, pour chaque technologie, on va parler du début, qu'est-ce que c'est la technologie, comment l'utilise, mais aussi faire un deep dive. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer à parler qu'est-ce que c'est Azure, mais on va comprendre comment fonctionne Azure dedans. Donc, si vous êtes curieux, venez avec moi. On commence aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on commence à parler d'Azure. Pour ces premières vidéos, on appelle des Azure 101. Donc, qu'est-ce que c'est Azure? Comment fonctionne? Pourquoi? Je vais laisser les slides en anglais, mais je vais aussi disponibiliser en français, mais juste pour respecter la nomenclature en anglais. Il y avait des gens qui disaient qu'ils préfèrent faire les certifications ou préfèrent faire des matériaux, de tests, peu importe, en anglais, d'utiliser les portails en anglais. Donc, pour respecter cette nomenclature, je vais laisser les slides en anglais, ok? Donc, qu'est-ce que c'est Azure? On va parler qu'est-ce que c'est Azure, qu'est-ce que c'est Cloud, quels sont les piliers de Cloud, mais aussi, on va parler des technologies, des terminologies, du Azure Stack, quels sont les services, bien comment faire un deep dive dans les data centers Azure. Qu'est-ce que c'est Cloud? Bon, la définition du NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology. Avoir un service on demand, broadcast network access, resource pooling, rapid elasticity and measured services. Donc, pour ces 5 points, ça veut dire les 3 piliers principaux de cloud, c'est toujours la élasticité, payer pour ceux qui utilisent, et aussi la disponibilité partout, la vitesse du service. Donc, avant, c'était comme j'avais besoin de demander à mon équipe d'infra de m'acheter une machine ou de me donner une machine. Donc, elle avait le processus d'acheter la machine, de configuration, etc., etc. C'était coûteux ça. Donc, aujourd'hui, au moins de 5 minutes, on est capable de voir tous les services dont on a besoin. Et aussi, ces services, ils sont disponibles partout. Je peux faire par mon cellulaire, sur Internet, sur mon ordi, peu importe où je me trouve, je suis capable. Donc, je respecte les services on demand, la disponibilité d'accès en toutes les régions, en tous les devices, peu importe comment je voulais l'utiliser. Pourquoi utiliser Cloud? Comme je disais, on paye pour ce qu'on utilise. Parfois, il avait le mindset de dire, non, j'ai des machines ici, je vais utiliser les machines. Ok, mais toutes ces machines que vous avez aujourd'hui, elles vont être déphasées, elles vont sortir. Il manquera de services, de ressources pour l'utiliser. Donc, en utilisant Cloud, il sera toujours moins coûteux parce qu'on va utiliser juste pour qu'on utilise, mais aussi des prix acceptables. E c'est intéressant de changer le mindset, guys, quando on parle de payer pour ce qu'on utilise. Il y a toujours le mindset de la façon de se servir de cloud, de juste utiliser une machine, de faire lift and shift, de prendre la machine on-premise et mettre en cloud. Et c'est pas ça l'utilisation de cloud. Vous vous souvenez du pilier Elasticity? Et c'est là qu'un architecte cloud doit travailler. Quelle est la meilleure machine qu'on peut utiliser? Comment on peut travailler avec l'Elasticity? Si on peut changer la taille ou ajouter des machines pour réduire les coûts qu'on va payer à la fin. Je vous assure que ce sera moins pire si utiliser Cloud. Continuant en passant pour parler de scalable, donc scalable, ça veut dire que je pourrais juste prendre une machine et changer sa taille pour avoir plus de mémoire, plus d'HD, plus de processus, mais aussi je peux ajouter d'autres machines à côté pour avoir un pool de machines pour faire la même chose. Un bon scénario, un bon démo que j'aime beaucoup parler, c'était le scénario de la bourse des valeurs de New York. Donc, il avait, à la fin de la journée, il avait un processus qui prenait genre 4 heures pour faire toutes les résumés de la journée,
les batchs de services de la journée. Donc, je me souviens que ça fait longtemps, mais il avait une machine que c'était la nouveauté d'Azure, que c'était la machine G qu'on appelait des Gorillas. Donc, c'était des machines avec beaucoup de processeurs, de mémoire, etc. Donc, c'était cher. Oui, c'est cher. Mais voilà les concepts de scalabilité et d'architecture cloud. On n'a pas besoin d'utiliser ces machines. Toujours, on paie pour ce qu'on utilise. Donc, à la fin de la journée, on allume la machine, on fait les mêmes processus qui prenaient genre 4 heures en 5 minutes et on arrête la machine. Donc, on paie moins cher que la machine d'avant, avec une machine plus intéressante, plus puissante, mais aussi en moins de temps. Donc ça, c'est un scénario excellent, scalable. Et l'élasticité, donc je peux ajouter et réduire toutes les ressources dont on a besoin. Disons, j'ai une machine, je peux ajouter un SQL Database, je peux ajouter un Cosmos DB, je peux ajouter un storage, je peux réduire ça, je peux déplacer ces ressources, je peux effacer les ressources dont on a besoin, on n'a pas besoin d'utiliser. C'est plus intéressant. Cloud Computing Types, quels sont les types de cloud? C'est les 3 mots plus importants qu'on va écouter beaucoup. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est IaaS ou Infrastructure as a Service, PaaS ou Platform as a Service. D'après moi, les mots plus importants pour Microsoft, où Microsoft est vraiment fort. Je dirais que 80% de tous les services sont là. Et SaaS, Software as a Service. Pour expliquer un peu plus. Donc, admettons qu'on a une machine on-premise. Alors, si on voit ici à gauche, on voit que on-premise, ça veut dire que tout, c'est à nous de gérer, de régler, d'administrer. Alors, si, mettons, on a un service qui roule dedans notre machine on-premise et il y a un panne d'électricité, par exemple. C'est notre responsabilité d'avoir les services toujours. Alors, ça ne va pas marcher. Quand on parle d'infrastructure as a services, on regarde ici qu'on a un petit morceau vert. Donc, c'est la responsabilité du vendor, du provider. Ça veut dire Microsoft, AWS, Google, Heroku, peu importe, DigitalOcean, etc. Le reste, c'est à nous. Alors, la virtualisation, les serveurs, stockage, network, c'est de la responsabilité du provider, mais du système d'exploitation en eau, c'est notre responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin d'une machine, je vais juste demander, écoute, donne-moi une VM, j'ai besoin d'une VM, avec le système d'exploitation, disons, Windows Server 2016. Point final. Après ça, la responsabilité d'ajouter toutes les patchs, les configurations du système, les updates ou peu importe nous, c'est notre responsabilité. Quand on parle des PaaS, on commence à partager plus avec le provider. Alors, je m'occupe juste de l'application et des données. Disons avec un site web. Si on fait une comparaison entre les deux hosting models, donc avec IaaS, ça veut dire que j'ai besoin d'installer les serveurs d'application. J'ai besoin de faire la manutention. Et c'est moi qui vais tout régler. J'ai besoin d'installer, de configurer, etc., d'ouvrir les portes, des firewalls, etc. Si je commence à utiliser PaaS, ça veut dire, donne-moi un host model, il va me donner une URL, je vais faire mon deploy et c'est fini. Je vais m'occuper de développer le code. Et c'est tout. C'est plus intéressant. Avec le business model de Software as a Service, ça veut dire les services au complet. On n'a rien fait sauf les configurations d'utilisation. Par exemple, les Office 365. On ne fait qu'ajouter notre compte, on peut changer la couleur ou tout ça, mais les services c'est là. On ne fait pas de développement, on fait juste des configurations à nous, comment on préfère l'utiliser. Alors, Azure ou comment vous voulez. Maintenant, on va parler du provider et de tous les services Azure. La première chose, c'est comprendre l'infrastructure d'Azure. Comment marche? Aujourd'hui, il y a plus que 60, en fait, c'est plus que 54, c'est 60, 61 régions partout au monde. Il y en a plus qui vont venir, des data centers aussi. Donc, on peut utiliser Azure partout au monde, d'être plus proche de chaque client.
quelles sont les différences d'Azure? Donc, le but de Microsoft, c'était de développer une cloud pour les entreprises, facile d'utiliser, mais aussi scalable et qui était prêt pour atteindre tous les besoins de chaque entreprise. Hybride, alors on va pouvoir utiliser les scénarios de hosting models différents. On peut faire un mélange entre PaaS, IaaS et on-premise. On peut avoir un site web PaaS avec un database on-premise. Et aussi super scalable. Vraiment avoir la possibilité de plusieurs machines, plusieurs sites web, plusieurs réplications de chaque service. Open source. Depuis que Satya a été élu comme le président, il a été choisi comme président Microsoft, tout a changé. Donc, être plus open source, avoir plus de technologies disponibles du marché pour qu'on puisse attraper les clients et les développeurs pour utiliser cloud. Donc, la phrase qu'il disait, c'était « There is no reason Microsoft cannot be the most open software company in the world ». Alors, il n'avait aucune raison pour que Microsoft puisse être la compagnie la plus ouverte du monde par rapport aux technologies. Donc, pourquoi on était fermé? Pourquoi on avait la possibilité d'utiliser Java ou, pas Java, mais Python, Ruby ou d'autres technologies du marché? Alors, Satya, il a dit, non, on doit fournir le cloud, les services, et c'est au développeur et l'entreprise a choisi ce qu'ils voulaient utiliser. Alors, aujourd'hui, il a support de plusieurs technologies, Python, Java, Node, Ruby, etc. Joomla, Drupal comme CMS, tous les devices, databases comme MySQL, Mongo, rouler Linux. Aujourd'hui, Microsoft a ce distro de Linux, mais vraiment utiliser des services de virtual machine avec Linux et des services qui roulent en dessous de Linux, ça c'est super intéressant. On va parler de Docker par exemple, on a plusieurs containers Docker en Linux et des services PaaS pour ça. Et plusieurs clients qui utilisent déjà NASCAR, Engineer, Globber, Cassandra, etc. Mais comment fonctionne Azure? Je vais vous laisser voir une petite vidéo et après ça, on va parler un plus par rapport à ça. Microsoft Azure is a private and public cloud platform. You may be familiar with the Azure services that developers and IT professionals use to build, deploy, and manage applications. But how does it work? Azure uses a technology known as virtualization. Virtualization separates the tight coupling between a computer's CPU and its operating system, using an abstraction layer called a hypervisor. The hypervisor emulates all the functions of a real computer and its CPU in a virtual machine. It can run multiple virtual machines at the same time, and each virtual machine can run any compatible operating system, such as Windows or Linux. Azure takes this virtualization technology and repeats it on a massive scale in Microsoft data centers throughout the world. Each data center has many racks filled with servers. Each server includes a hypervisor to run multiple virtual machines. A network switch provides connectivity to the servers. One server in each rack runs a special piece of software called a fabric controller. Each fabric controller is connected to another special piece of software known as the orchestrator. The orchestrator is responsible for managing everything that happens in Azure, including responding to user requests. Users make requests using the orchestrator's Web API. The Web API can be called by many tools, including the user interface of the Azure portal. When a user makes a request to create a virtual machine, the orchestrator packages everything that's needed, picks the best server rack, then sends the package and request to the Fabric controller. Once the Fabric controller has created the virtual machine, the user can connect to it. Azure makes it easy for developers and IT professionals to be agile when they build, deploy, and manage their applications and services. But this agility can have unintended consequences if unauthorized resources are created, or if resources are left running after they're no longer needed.
The solution to this problem is to use Azure's Resource Access Management tools as part of your organization's governance program. That's the subject of the next video in the series. Alors, on a notre orchestrator en dessus de notre container. OK? Donc, dedans notre container, on a un rack. Dedans ce rack, on a plusieurs verticales. Et dedans chaque verticale, on a plusieurs machines. Chaque machine, comme un tiroir qu'on voit ici, c'est une grosse machine avec beaucoup de mémoire, beaucoup de processeurs. Et c'est là qu'on va travailler. Donc, quand on fait une demande dans un site web, par exemple, qu'est-ce que l'orchestrator va faire? Il va prendre l'information, cette arme template, il va faire une réplication qu'on appelle de local replication. Alors, il va faire 3 fois nos services pour respecter les faux domaines. Alors, chaque verticale, c'est un faux domaine. Ça veut dire que on a 3 services qui roulent avec 3 verticaux différents, 3 containers différents et machines différentes. Mettons que les faux domaines 0, besoin de faire une manutention. Donc, on peut arrêter les services du faux domaine 0. On peut changer les tiroirs, les machines, etc. Et notre orchestrator, si on fait une demande d'utilisation du service, si un client voulait utiliser le site web, le container il va redirectionner tous les appels vers une autre machine qui a la réplication de vos services. C'est pour ça qu'on a un SLA plus important, c'est sûr d'utiliser. On va parler aussi d'autres façons de faire des réplications, comment fonctionne si c'est pas juste les comptes, c'est juste la verticale, si c'est les containers ou les racks ou les data centers, quelles sont les façons de réplication et de sécurité. Mais une autre chose super intéressante pour comprendre comment fonctionne Azure, c'est le Traffic Manager. Alors, le Traffic Manager, c'est comme le grand load balancer Microsoft. Donc, existe 2 IP différents pour chaque service. Il y a toujours les IP privés qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas l'IP privé du réseau network, du réseau qu'on va parler après. C'est vraiment des IP du service qu'on ne connaît jamais. Et on a les IP publics. Donc, si on fait une requête pour un DNS ou pour un IP, ça va toujours tomber sur le Traffic Manager. Et le Traffic Manager, il y a 2 papiers importants. Le premier, c'est si on utilise un service global, c'est le Traffic Manager qui va trouver quel est le data center le plus proche du client et redirectionner les clients vers les data centers. Sinon, c'est aussi le Traffic Manager qui va faire une question de sécurité, de DDoS et d'autres choses intéressantes. Maintenant, quels sont les services Azure? Bon, les stacks Azure, c'est pas tous les services ici, c'est une petite slide, ok? Mais on commence par on a notre infrastructure qu'on a vu à peu près comment fonctionne, mais on va faire un deep dive là-dedans. La base des IaaS, c'est compute, alors virtual machines, storage, les disques, les managers de disques pour les virtual machines et toute la partie des réseaux. Alors, VPN, Express Route, Load Balancer, Firewall, Virtual Network, VNet et d'autres choses. Comme je vous ai dit, PaaS maintenant, c'est les plus importants Microsoft, alors les core les plus importants. On parle des containers, on parle des web, on parle des mobile, API, DevOps, AI, IoT, Analytics, Data, etc. Et on a aussi toute la couche, disons, de sécurité, des services comme Azure AD, Security Center, Key Vault, DDoS Protection, mais aussi des management, alors des monitor, log analytics, policies, et on va parler de chacun pendant notre cours. La hiérarchie Azure. C'est super important de comprendre la hiérarchie quand on va faire une architecture cloud. Okay? Pour Azure, on a toujours notre tenant. Les tenants, c'est les plus hauts. C'est vraiment notre AD. Notre AD Office 365, notre AD Azure. On appelle des AAD, Azure AD. Donc, les Azure Active Directory, c'est notre tenant. Et c'est là-dedans qu'on va avoir des management groups. Management groups sont des virtual packages pour faire la gestion de toutes les souscriptions. Alors, le plus important, c'est les souscriptions. Si on crée aujourd'hui un compte Azure, on va avoir notre tenant. Ça dépend de comment vous faites. Ça pourrait être un tenant à vous,
Donc, c'est un tenant de votre entreprise ou etc. Mais aussi pourrait être un Azure AD si vous avez fait avec votre courriel Microsoft, par exemple. Vous allez avoir aussi une souscription. La souscription, c'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi? Elle fait partie d'un tenant et c'est elle qui va faire la facturation. C'est à travers de la souscription qu'on sera capable de facturer, de mesurer les coûts. D'accord? Donc, pourquoi on a le management group au milieu? Parce que dedans un tenant, on peut avoir plusieurs souscriptions. Et parfois, pour une question de gestion, c'est important au lieu de faire une chose pour chaque subscription, on va juste ajouter cette virtual package, cette virtual resource, disons, management group, pour qu'on puisse, si on fait quelque chose dedans un management group, il va respecter la hiérarchie, il va répliquer pour tous les subscriptions. Ok? Dedans une subscription, on aura un resource group qui c'est aussi un virtual bag pour toutes les ressources. Le plus important, c'est mémoriser qu'on a les tenants comme la chose le plus haut de la hiérarchie. On a les souscriptions, que c'est notre compte avec un ID, et là où va être facturé, et les resources. Donc, c'est vraiment les ressources physiques. C'est la virtual machine, c'est les storage, c'est tous les services dont on utilise. Les management group et resource group, ce sont juste des virtual bags pour agrouper chacun dedans. Donc, si je fais une chose pour management groups, ça va répliquer pour les subscription resource group et resource. Si je fais pour resource group, ça va répliquer pour les resources. Toujours en respectant cette hiérarchie. Ok? Subscriptions, resource groups and resources. On parle beaucoup. Il y a une discussion intéressante quand on parle d'architecture cloud de comment séparer vos resource groups. Normalement, Microsoft dit pour séparer par rapport au life cycle, mais c'est le life cycle, c'est le cycle de vie de votre application et pas de votre resource. Alors, on a deux choses que j'utilise toujours et j'aimerais que vous compreniez. Quand on parle de resource group, on va toujours séparer de deux façons. La première et la plus importante, c'est mettre dedans resource group toutes les ressources qui font partie du service. Disons, si je vais faire un site web, j'aimerais avoir comme le premier scénario un database, le scénario au milieu, les sites web, la base de données et les storage dans le même resource group. Si j'ai deux environnements différents, je peux avoir deux resource groups différents. Bien sûr, le life cycle c'est différent. Pourquoi? Parce que mon scénario dev pourrait être effacé et tout ça, mais mon scénario prod doit être toujours là, fonctionnant et secure. Et voilà le deuxième point. Vous vous souvenez que je parlais que les resource groups, c'est les virtual bags pour toutes les ressources. Donc, c'est là qu'on va peut-être gérer tous les accès aux ressources. Donc, si vous avez des accès différents, c'est aussi un deuxième paramètre important pour savoir séparer vos resource groups. Donc, la hiérarchie, il faut toujours mémoriser. On a des souscriptions, on a management group and no pour régler tout ça. Voilà un scénario intéressant. Par exemple, ici, il y a les root management group. Donc, si j'applique une policy pour les root management group, il va répliquer pour tout le monde en dessous. Si je mets juste un GeoRegion 2, il va répliquer juste pour les 3 EA souscriptions dedans ce management group. Donc, je serai capable de régler les accès, les policies et voir peut-être des facturations différentes pour chaque management group. Les hashis finales, juste pour fixer et mémoriser, management group, subscriptions, resource group, resources. Ok? Il y en a de tout, notre tenant. Mais, qu'est-ce que c'est une resource? Un resource, c'est juste la chose physique. Le but final, c'est la machine, c'est le card network, c'est les services spécifiques Microsoft. C'est important de se souvenir. Toujours, un resource doit être dedans un resource group. On ne peut pas avoir des ressources
partout. C'est juste un resource dedans un resource group. Je peux avoir plusieurs resources en resource groups différents, mais toujours un resource dedans un resource group. Et on ne peut pas avoir un resource dedans deux resource groups différents. Ok? C'est un resource dedans un resource group, plusieurs ressources dedans un resource group, mais jamais un resource avec plusieurs resource groups. Un resource group te donne un Azure Subscription. Un Azure Subscription, comme je vous ai dit, c'est vraiment la compte, c'est là qu'on va voir les facturations, les billings par rapport à toutes les ressources qui sont là-dedans, les resource groups, etc. Vous vous souvenez qu'on parlait un peu de Orchestrator. Alors, l'Orchestrator, c'est le Azure Resource Manager. Alors, comment il fonctionne? Peu importe les services qu'on utilise pour parler avec Azure, soit les mobile, les portails Azure, les SDK, CLI, REST API, on va toujours arriver dans les mêmes REST API endpoint que c'est le Azure Resource Manager. Alors, le Azure Resource Manager, il va parler avec les resource group subscription en utilisant les resource provider. Qu'est-ce que c'est les resource provider? Les resource provider, ce sont de l'organisation que Microsoft utilise dedans pour parler avec les ressources. Si on voulait utiliser, par exemple, un website, il y a un resource provider qui s'appelle Microsoft.web. Si on voulait voir quelque chose par rapport au réseau, c'est un provider qui s'appelle Microsoft.network. Donc, en utilisant le quatrième point ici, c'est le Resource Manager Template, c'est un JSON file où on est capable d'écrire et de faire le concept de IAC, Infrastructure as a Code. Alors, de créer toutes les fiches d'un service en fait un code, un JSON, pour déployer ça. On va utiliser les concepts de resource providers, on va utiliser les ARM. Alors, on a besoin de connaître les API, les endpoints, les providers, les paramètres, etc., etc. Donc, juste pour vous donner un exemple d'un ARM template, ici, on voit, on utilise les resources, c'est un storage account. Alors, les Microsoft.storage, c'est les resource provider. Ça va aider Microsoft, les ARM, à découvrir les chemins qu'il doit suivre pour rouler. Donc, c'est un storage account. Quelle est l'API version? Les name, location, SKU, kind, ce sont des properties, des paramètres qu'on passe. Quel est le nom de notre account? Quelle est la localisation? Ça va être la région Canada Central ou America, US, East US, etc. Quel est le SKU? Si c'est un storage account V2, V1, etc. Donc, comme vous voyez, c'est juste un JSON. En fait, il y a quelques mois que Microsoft a commencé une nouvelle langue qui s'appelle Biceps. J'ai déjà parlé par rapport au Biceps. C'est un peu pareil avec Terraform. C'est comme écrire la même chose. Elle va gérer les ARM templates pour nous en JSON, mais on va utiliser un langage plus facile pour les développeurs. Donc, juste pour se souvenir, comment on fonctionne, on a le PowerShell, ou Azure Port, ou Azure CLI, ou peu importe la porte d'entrée pour parler avec Azure. Il va parler toujours avec les ARM templates, les Azure Resource Manager, pour accéder directement les ressources. Donc, portail Azure, il va appeler les ARM. Les ARM va trouver les resource provider. Les resource provider va accéder directement aux ressources. Si on utilise le concept d'authentication, c'est les ARM aussi qui va faire l'authentication avec notre AD. Donc, qui essaye d'accéder? Après ça, on peut trouver et faire des associations avec des tenants différents. Ça veut dire que je peux avoir deux tenants différents et être un invité sur mon 12e tenant. Donc, si j'essaie d'accéder à quelque chose de ce 12e tenant ici, il va faire une association, les ARM va faire une association avec mon AD pour savoir si moi je suis moi. Donc, aussi, on peut avoir les RBAC, Role Based Access Control, donc faire la authentication, mais aussi la autorisation. Est-ce qu'il peut accéder aux ressources qu'il veut accéder? Si oui, il me donne accès, il me laisse passer. On va avoir des resource policies, resource limits et des financial commitment limits, des budgets. Et tous les ARM, les Azure Resource Manager, il va s'occuper de régler, de monitorer des fois et de voir ça pour nous. Peu importe la façon qu'on essaie de se communiquer avec Azure. Donc, PowerShell, Portal,
CLI, SDK, REST API, etc., etc. Maintenant, on va parler un peu dedans Azure Data Center. Voilà les deep dive. Comment fonctionne? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça, c'est super intéressant, guys. Donc, la première chose, c'est comprendre quelle est l'infrastructure Azure. Donc, on va parler de géographie. Géographie, c'est une position au monde. Donc, c'est un marché. Les marchés Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc., etc. Mais on va parler aussi des régions. Donc, on a ici au Canada, Canada Central, Canada East. On a aux États-Unis plusieurs, East US 2, South Central US. On a sur l'Amérique du Sud, Brazil South US. On a plusieurs Europe, Afrique, Océanie, etc. Bon, je ne sais pas par cœur, mais on a plusieurs. Qu'est-ce que sont les availability zones? Ça, c'est un mot super intéressant. Et vous allez écouter beaucoup aussi. Les availability zones, on va comprendre que quand on parle d'une région, on parle de plusieurs data centers. Et chaque data center fait partie d'une zone différente. Ça, c'est aussi un peu par rapport aux data residence boundary ou par rapport aussi à la résilience qu'on parlait auparavant. On parlait de avoir 3 réplications de nos services dans le même container. On peut avoir avec d'autres containers différents, mais aussi avec d'autres data centers différents qui font partie des availability zones différentes. On va voir ça intéressant. Voilà par exemple un data center. Ça c'est une photo du data center de Dublin. Voilà les Dublin 3 et Dublin 4. C'est super intéressant aussi de voir la taille, la grandeur. Il est énorme ce data center. Là-dedans il y a plusieurs containers. On va voir aussi ça. Mais, bon, en regardant ça, on voit en availability zone. On voit que les data centers 3 et 4, ils sont proches, collés. Donc, ils font partie d'une même zone. Et on a, à peu près, ils ont fait les databases, et après, ils ont fait les data centers 5. Donc, c'est aussi collé, alors, fait partie de la même availability zone. Mais Lucas, c'est déjà grand, non? Oui, mais où est les availability zones? Où sont les availability zones? Alors, voilà. Si on commence à regarder, on va voir les 3, 4, 5 à la fin, mais aussi, on a les Dublin 6 ici, 7 et 8. Donc, c'est une autre availability zone avec une indépendance d'énergie, des sources d'énergie, de tout ça, des réseaux. C'est tout différent. S'il y a un problème avec les data centers 3, on a les 4 et 5 de backup. Si on a un problème avec les 3, 4 et 5, on a une availability zone différente. Si on a un service qui roule et on met le concept d'availability zones, disponibilité par rapport à l'availability zones, on va avoir des réplications au database 4, par exemple, au data center, 4, et au data center 7, pour avoir cette distanciation et indépendance de chaque data center. Et on a une autre availability zone qui était en construction déjà. Ok? On a aussi des concepts de data center vertical, comme Singapour, qui c'est un bâtiment vertical. Ici, c'est une chose super intéressante. Quand on parle de sécurité, bon, on a vu qu'il y a des data centers, des gros data centers, etc. Mais comment fonctionne là-dedans? La première chose intéressante, guys, c'est presque impossible d'entrer dedans un data center. Moi, j'ai travaillé chez Microsoft et j'ai jamais vu un data center. J'ai jamais entré dans un data center. Il y a plusieurs papiers justificatifs, etc. qu'on doit faire des NDA pour signer, pour pouvoir voir au début d'un data center. Donc, chaque niveau, plus dedans on rentre dans un data center, plus secure, plus difficile et plus droit d'accès on doit avoir pour aller là-dedans. Il y a des choses comme des accès par rapport les badges, mais aussi biométrie, soit les doigts, soit les yeux. On a aussi des machines, détecteurs de métal, etc. Tous les concepts de caméras, de face recognition, etc. pour éviter quelqu'un de rentrer dedans. Mais aussi, on a les concepts d'éviter des sorties.
Cette image, on voit un data shredder. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Disons qu'on a une machine qui a eu un problème avec un HD. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on enlève le HD, on met un nouveau. Cet HD, il ne peut jamais sortir. C'est impossible de sortir. Alors, on est obligé de laisser dedans un data shredder qui va effacer au complet les HD. Et c'est pas effacer comme... c'est vraiment détruit, incinéré. C'est fini pour cet HD. Il ne va jamais sortir. Il ne restera que rien après. Donc, si une personne rentre, il va rentrer avec un HD, mais il ne peut jamais sortir avec un device. OK? Une autre chose intéressante que Microsoft avait fait, c'était cette HVAC. C'est juste une machine pour régler la qualité d'air dedans chaque data center. C'est pour ça qu'on voit plusieurs containers en eau en dessous de tous les data centers qu'on avait vu sur les images. Ce sont des HVAC pour maintenir la qualité d'air. Il y a plusieurs choses que Microsoft fait d'intéressant. Une autre chose que j'ai déjà entendu parler, c'était le concept que des physiciens utilisaient deux data centers. Bon, fait beaucoup de bruit. Donc, ça fait mal écouter. Donc, ça fait mal. Alors, ils ont mis deux data centers, un devant l'autre, un en face d'autre, une façon que les sons, ils s'annulent uns les autres, pour que ça reste silencieux dedans des data centers. Et ça sera plus, c'est plus pour la santé de chaque travailleur dans les data centers. Une autre chose est super intéressante, toutes les backbones Microsoft. Donc Microsoft, il a passé vraiment, il a utilisé des câbles pour connecter toutes les data centers. On voit ici un bleu plus qu'on voit ici. On voit ici un bleu. Tous les câbles qui sont Microsoft, donc c'était Microsoft qui a passé ces câbles. Tout qui c'est un bleu foncé, c'était prêté ou loué, leased capacity. Et tous les points pointillés ici, ce sont des câbles que Microsoft sont en train de faire. Donc ils vont vraiment connecter tous les data centers au monde pour avoir une capacité de vitesse plus intéressante. Une autre chose super intéressante, c'est pas juste un câble. Donc, on voit ici, par exemple, que la connexion entre ces deux data centers en Inde ici, c'est que on a trois connexions différentes. Parce que si par hasard une est cassée, une est brisée, ou peu importe ce qui arrive, on aura toujours un deuxième, un troisième pour garantir la connexion. Ok? Avec ces connexions, on peut avoir des latences entre data centers de moins de 1.8 millisecondes. Des latences entre les availability zones de moins de 1 milliseconde. Et dans les mêmes data centers, entre containers, c'est de 100 microsecondes de latence. Le Project Snake, c'était une autre façon Microsoft aussi de toujours étudier les meilleurs data centers et possibilités pour les clients. Le Project Snake, c'était un projet d'avoir, bon, vous voyez ici, c'est vraiment un data center, un petit data center, donc des machines qu'ils ont mis dedans ces tubes. Et ces tubes, ils ont mis dedans l'océan. L'idée, c'était de... Ils payaient beaucoup pour resfrier, à cause de la chaleur dans les data centers. Donc ça, c'est une façon de refroidir le data center. Donc, ils ont mis le data center dans l'océan. Et ça, c'est une façon de rafraîchir le data center à cause de la chaleur. Mais aussi, c'était un bon moment de profiter pour améliorer l'intelligence artificielle. Donc, on avait une caméra là dedans qui faisait des reconnaissances pour savoir ce qui se passait dedans. Il a resté là beaucoup de temps. C'était super intéressant pour Microsoft. Aussi intéressant qu'ils sont en train de faire le Project Kinetic 2. Donc, un container qu'on avait vu la première fois, maintenant, ils ont 12 containers différents qui seront dedans cette plateforme différente qu'ils vont mettre dans l'océan pour essayer. Juste pour
avoir une prospection ou une image de la taille, de la grandeur de cette plateforme, voici le stadium du Seattle Seahawks et quelle est la vraie taille de Project Snake 2. Un peu plus par rapport à Azure Storage, comment fonctionnent ces réplications. Voilà un scénario. Par exemple, l'architecture de Azure Storage, on a toujours 2 clusters différents. Donc, chaque fois qu'on met quelque chose d'un côté, il va faire une réplication avec l'autre ou un géoréplication, etc. Donc, on aura toujours deux storages. On voit pas les 12e. Le 12e, c'est juste la gestion Microsoft. C'est vraiment, chaque fois que vous demandez les données, c'est Microsoft qui va trouver d'où il va prendre ça par rapport à ces critères. Comment fonctionne cet objet de réplication? Donc, on va mettre une information dans un blob storage. Il y a un tracker qui regarde toujours. Donc, il va mettre ça dans un queue. Et après ça, il va faire la consistance avec notre data center. Et juste pour finir, Azure Computing Applications. Donc, comme on avait vu l'architecture d'Azure, on a l'infrastructure, on a les hardware manager, on a les fabric controller, l'orchestrator, les ARM là-dedans. Donc, il connaît toutes les ressources providers, toutes les configurations, il fait les accès qui viennent du Azure Portal et tous les ARM, ils sont globalement réplicables, donc ils se parlent. Alors, il y a toujours la configuration partout, toutes les data centers Azure pour garantir, pour assurer la qualité du service et la disponibilité du service. Arc, c'est un service nouveau, un nouveau service Microsoft, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais c'était super intéressant. Pourquoi? On fait la gestion de tous nos serveurs, mais pas juste sur Azure. Ça pourrait être des serveurs on-premise, mais aussi ça pourrait être des serveurs sur Amazon, AWS, sur Google Cloud, etc., etc. Avec Arc, on sera capable de répliquer, de faire la gouvernance, de mettre des policies pour tous les serveurs, peu importe où ils se trouvent. Et avec ça, guys, je finis le premier module de notre Lunch and Learn. On a parlé un peu d'Azure, qu'est-ce que c'est Azure, comment marche Azure dedans, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et pour les prochaines, on va commencer à parler de chaque technologie. On va parler des machines, virtual machines, on va parler des web apps, on va parler des logic apps, etc., etc. Je vous attends sur les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.